Voilà, je vous remercie beaucoup de l'invitation et je suis ravie de vous parler ici. Le chemin a déjà été passablement balisé par Alain Séry et je vais peut-être vous parler plus de l'aspect de l'intégration des neurosciences et des émotions, qui sont des visions contemporaines de la douleur. Alors, la douleur, vous le savez, est une expérience complexe, nous le reverrons. Elle est modulée par l'atteinte de l'organe douloureux, c'est une évidence, mais aussi, et c'est ceci dont nous parlerons, par notre système nerveux, notre vécu, nos émotions et le contexte. Et le soulagement nécessite une approche qui soit tout à fait globale et partagée. Alors, définition de la douleur, vous l'avez vu, Alain Séry vous l'a montré, je m'arrête très peu là-dessus, une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à ou ressemblant à celle associée à, c'est la nouvelle définition, la toute dernière, à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que par définition, la douleur est, oui, une sensation, mais aussi, il y a une dimension d'émotion. Et le fait d'intégrer les émotions, qui est le thème dont je vous parlerai aujourd'hui lorsque l'on parle de la douleur, n'est pas du tout une dépréciation, ni un discrédit, ni une manière de parler de « c'est dans la tête, vous simulez, nous n'y croyons pas ». Bien au contraire. Parler des émotions, c'est comprendre la douleur telle qu'elle est et telle que nous la connaissons aujourd'hui. Un deuxième point qui est important, c'est celui qui a déjà été évoqué, c'est celui du fait que la douleur existe sans lésion du corps. Et vous savez qu'il y a des gens qui ont des douleurs chroniques pendant de très longues années sans que l'on puisse trouver de substrat lésionnel, mais cette douleur est là, elle existe et il ne faut jamais déprécier une douleur lorsqu'elle est exprimée par une personne. Cela a déjà été dit par Alain Séry. Comprendre. Je pense que comprendre est un des points qui nous aide à mieux soulager la douleur. Alors, ici, Descartes, qui, comme vous le voyez, avait déjà l'idée que quand on se brûle, il y a un circuit qui amène la douleur dans le cerveau. Aujourd'hui, la vision de la douleur, si on reprend ce qui a déjà un peu été évoqué, c'est ici l'activation des récepteurs à la douleur, que l'on appelle les nocicepteurs, qui sont transmis par des nerfs dédiés, spécialisés, vers la corne postérieure de la moelle. Et dans cet endroit-là, il y a une sorte de portillon intégrateur des sensations. Puis, la douleur est transmise vers le système nerveux central, on est ici dans le cerveau. Cette transmission de la douleur se passe par des voies qui sont aussi connues maintenant, qui sont dédiées, mais il est important de savoir que cette transmission ne se fait pas de manière directe. Ça n'est pas un RER ou un TGV, bien au contraire. C'est une sensation qui prend du temps, qui est influencée, qui subit diverses influences et modifications. Et surtout, une sensation qui peut laisser des traces dans le système nerveux central, créant ce que l'on appelle une sensibilisation. On reviendra sur la sensibilisation centrale. Une fois arrivé au cerveau, il y a une analyse de la sensation en termes de localisation, où est cette sensation que je ressens, en termes de type de douleur, en termes d'intensité, et puis il y a une analyse toujours affective, cognitive, motivationnelle. Donc la douleur est toujours comprise dans cette double valence sensorielle et émotionnelle, et c'est quelque chose que les neurosciences ont parfaitement confirmé. Maintenant, la sensation qui est devenue une douleur descend et influence de nouveau le portillon de la corne postérieure de la moelle. Là aussi, il y a des relais et des influences. Et ces relais et ces influences sont non seulement physiques, mais ils sont aussi émotionnels. Exemple, la vigilance que l'on porte à la sensation. Les affects, est-ce que l'on est déprimé au moment où l'on ressent une douleur ? Les représentations, ça doit être absolument affreux ce qui m'arrive, ou au contraire, ça n'est rien. Le contexte, l'histoire personnelle, mais aussi la présence de nombreux facteurs inhibiteurs, qui sont des facteurs à la fois liés, comme l'a expliqué Alain Séry, au toucher, le fait que vous soufflez sur votre doigt lorsque vous avez mal. Nous avons des mécanismes inhibiteurs tout à fait puissants qui viennent du cerveau et qui descendent sur la corne postérieure de la moelle. Et il y a un certain nombre
de possibilités que nous avons d'activer ces circuits inhibiteurs descendants, comme par exemple le fait de voir les choses positivement, ou l'auto-hypnose, ou d'autres manières de se traiter ou de s'auto-traiter. Alors, avec tout cela, pourquoi la douleur persiste-t-elle? Pourquoi devient-elle chronique? D'un côté, parce qu'il peut y avoir des lésions qui persistent, un cancer par exemple. Mais de l'autre, parce que, et c'est un point tout à fait essentiel pour la compréhension de la douleur chronique d'aujourd'hui, il y a cette fameuse sensibilisation centrale, c'est-à-dire cette imprégnation des circuits douloureux par un excès de douleur ou par des événements émotionnels. Et au fond, c'est comme si vous mettiez le pouce dans de la pâte à modeler. Le pouce de la pâte à modeler va laisser une trace. Et cette trace, c'est la trace que l'on appelle la sensibilisation centrale, qui est une sorte d'abaissement des seuils de la douleur, de dérégulation des circuits inhibiteurs, qui fait que la personne est dans une situation où toute sensation peut être ressentie comme douloureuse. On est au fond dans un système nerveux qui est sous alarme maximale. Vous pensez par exemple aux alarmes des voitures qui peuvent se mettre, l'antivol qui se met à sonner quand il y a beaucoup de vent. On est dans cette sorte de métaphore-là avec la sensibilisation centrale. Et pourquoi est-ce si important? C'est qu'aujourd'hui, la sensibilisation centrale semble être une des manières d'expliquer les douleurs chroniques persistantes, en particulier dans des syndromes qui n'ont pas d'explication complètement convaincante au point de vue lésionnel, comme par exemple la fibromyalgie ou d'autres troubles qui ont été discutés ce matin déjà. Voilà, donc c'est un des points tout à fait essentiels. Parmi les autres raisons pour lesquelles la douleur persiste, il y a bien sûr le contexte, les représentations et les interprétations anxieuses. Et je vais vous parler un peu de l'anxiété. L'anxiété, c'est une des émotions, un des affects qui sont très fréquemment associés à la douleur. Je ne m'arrêterai pas trop là-dessus parce que je pense qu'Éric Serra vous en parlera. Mais néanmoins, là, vous le savez bien, l'anxiété crée une hyper-vigilance aux sensations. Elle fait que l'on est centré sur la sensation et aussi que l'on perd le contrôle sur ce qui nous arrive. Il y a des préoccupations anxieuses qui font qu'on se dit « Oh, si je me mets à bouger, je vais avoir mal, si je fais de la kiné, j'aurai mal ». Donc les personnes arrêtent de se mobiliser, ce qui entraîne des cercles vicieux de déconditionnement et augmente la douleur. Et c'est un point dont il faut s'occuper. Un deuxième état affectif extrêmement important, c'est la dépression. La dépression est très souvent associée à la douleur avec des influences mutuelles. Le fait d'être dépressif rend vulnérable à la douleur et la douleur peut rendre dépressif. L'association est très fréquente puisqu'on a 20 à 50% des personnes qui souffrent de douleurs chroniques qui sont déprimées. Et la dépression abaisse le seuil de la douleur. Maintenant, on a parlé des points qui peuvent induire une sensibilisation centrale. Alors, parmi eux, les traumatismes. Et je pense qu'il est important de s'en occuper puisque les traumatismes infantiles, maltraitance, abus, négligence, etc. peuvent créer une vulnérabilité à la douleur. Elles laissent des traces dans cette pâte à modeler du circuit douloureux et elles sont très fréquemment associées aux douleurs chroniques. Elles ont des répercussions durables puisque un nouveau traumatisme peut réveiller un traumatisme ancien, ces effets de résonance. Elles créent des empreintes et des souvenirs qui sont souvent des souvenirs extraordinairement parcellaires dans une mémoire désorganisée. Et cette désorganisation de la mémoire explique que l'événement traumatique n'est pas toujours connu de la personne qui l'a vécu. Il est connu, mais il est connu du corps, plus du corps que de l'esprit. Et bien souvent, les plaintes sont présentées par des douleurs corporelles plutôt que par le souvenir traumatique. Le souvenir traumatique n'accède pas facilement à la conscience. Et là, vous pouvez voir ce qu'on a écrit Patrick Goujon, qui est un jésuite, qui a écrit sur son abus sexuel infantile, qu'il a complètement mis de côté, qu'il a mis dans une sorte de bulle à laquelle il ne pouvait pas accéder, mais il a eu des douleurs chroniques dans le dos, des lombalgies pendant 30 ans. Il est allé voir des dizaines de thérapeutes à travers la France, c'est un Français, et voilà ce qu'il dit. Pendant ces années, j'ai soupçonné que quelque chose se tenait caché, mais rien n'en vu, rien à dire. Jusqu'au jour où d'autres ont pris soin de mon dos et m'ont invité à le faire avec douceur.
j'avais apporté un lourd secret, emmuré dans mes vertèbres, un cri étouffé, avant même d'avoir pu être expulsé. Pour terminer, j'aimerais vous parler de manière plus concrète de l'abord contemporain des douleurs chroniques. Je crois qu'il est très essentiel de prendre en compte les douleurs chroniques comme un problème en soi, et non pas comme un simple signal d'alarme de quelque chose qui serait persistant. Douleur complexe qui s'éloigne de l'idée cause. On s'éloigne du modèle connu cause, traitement, guérison pour aller vers l'idée de facteurs de maintien qui sont complexes, où les facteurs émotionnels sont extrêmement importants, avec des approches qui touchent à la fois le traitement de la lésion, mais qui aussi, et vous allez encore l'entendre, vont vers un travail sur ce remodelage de cette empreinte du pouce qui a laissé ses traces et qui peut revenir en arrière. Et ce remodelage passe souvent par la prise en compte des dimensions émotionnelles et des dimensions historiques personnelles. Donc, c'est une histoire individuelle, chaque personne a sa douleur et son histoire avec la douleur, et il est extraordinairement important de savoir accueillir, entendre, accepter la douleur, tendre la main, accompagner, proposer, ne pas décider pour les personnes qui souffrent, parce que c'est elles qui savent finalement comment elles veulent être accompagnées. Néanmoins, il est aussi très important d'essayer de fonctionner le mieux possible, d'avoir une qualité de vie la meilleure possible, malgré les douleurs. Me reste-t-il un petit peu de temps ? Ça sera pour terminer. Messages essentiels. Je crois vraiment qu'il est très important, comme vous le faites actuellement, de comprendre la douleur chronique pour mieux la soulager et de comprendre que la douleur chronique est faite de cette complexité bio-psychosociale, mais vraiment sensation et émotion. Et il ne faut pas mettre de côté la dimension émotionnelle parce que le faire, c'est se couper de beaucoup de ressources qui peuvent permettre à aller mieux. C'est une expérience complexe aux influences multiples. Et puis, elle est modulée, vous l'avez entendu, par l'atteinte de l'organe douloureux, mais aussi par toute l'histoire personnelle, le vécu, les émotions, le contexte. Et elle est modulable, c'est-à-dire que l'on peut faire quelque chose pour l'améliorer. Le soulagement nécessite une approche qui soit à la fois multidisciplinaire, qui s'occupe de beaucoup de dimensions du corps et de l'esprit, et à la fois globale et partagée avec les patients. Voilà, je vous remercie infiniment de votre attention. Écoutez, c'est nous qui vous remercions. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Douleur et émotions, intégrer les émotions dans le traitement de la douleur, pour ceux qui veulent aller plus loin. Hein, voilà. J'ai une question à vous poser, une toute petite question. On a une minute, on a encore à passer ensemble. Il y a un mot qui est vraiment à la mode en ce moment, c'est résilience. La résilience, c'est on revient à l'état normal, et vous parlez du pouce dans la pâte à modeler, et on s'aperçoit qu'avec la douleur, c'est compliqué la résilience. Oui, je pense que la résilience fait appel à quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est que l'on s'appuie sur un tuteur de résilience, c'est-à-dire quelqu'un ou une idée ou une manière de vivre ou une vision de la vie, des valeurs qui nous permettent de rebondir. Alors bien sûr, je n'ai pas parlé des thérapies parce que ça n'est pas ce qui m'a été demandé, mais on va dire que des thérapies comme la pleine conscience ou la mindfulness en anglais sont des thérapies, par exemple, qui permettent de s'occuper de s'appuyer sur ce qu'on est aujourd'hui pour aller plus loin, en cherchant un but qui soit un but facile, atteignable, mais un but valorisé qui nous permette d'avoir envie d'aller vers quelque part. Donc la résilience existe dans le traitement global de la douleur. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais c'est une évidence. Je crois qu'aujourd'hui, on parle d'acceptation aussi, ce qui n'est pour moi pas un terme très acceptable dans la douleur, mais plutôt, malgré la douleur, comment puis-je faire pour aller de l'avant ? Je vous remercie encore une fois.